Alors, il y a un nouvel impôt qui a débarqué dans le débat en France et franchement, personne ne l'a vu venir. On parle de l'impôt sur la fortune improductive. Ça veut dire quoi au juste? Allez, on va décortiquer ça ensemble, cette proposition qui est sortie un peu de nulle part. Impôt sur la fortune improductive. Voilà. C'est la question que tout le monde s'est posée, j'imagine. Ce terme, il a surgi comme ça dans les infos et la plupart d'entre nous étions là un peu perplexes. Alors, tout ça sort cette histoire, on va essayer de clarifier un peu tout ça. Bon, pour comprendre, il faut revenir au 31 octobre. Ce jour-là, surprise générale à l'Assemblée, les députés votent un amendement qui crée cet impôt. Vraiment une mesure sortie de nulle part. Et ça a tout de suite mis le feu aux poudres, aussi bien en politique que dans les médias. Et alors là, le plus fou, c'est de regarder qui a voté pour. Accrochez-vous bien, on a une alliance complètement improbable. Le Rassemblement national, le Parti socialiste, le MoDem et le groupe Lyot, ensemble, de l'extrême droite à la gauche en passant par le centre. C'est la preuve que ce sujet, la taxation du patrimoine, ça dépasse complètement les étiquettes politiques habituelles. Ok, pour bien situer les choses, faisons un petit retour en arrière. Avant, on avait l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui taxait à peu près tout. Aujourd'hui, c'est l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui, comme son nom l'indique, ne vise que l'immobilier. Eh bien, cette nouvelle proposition, elle se place un peu entre les deux. L'idée, ce n'est pas de tout taxer comme l'ancien ISF, mais ça va quand même beaucoup plus loin que juste la pierre. C'est un peu un impôt sur la fortune version 2.0 si on veut. Voilà, on y vient. La question à 1 million, qu'est-ce que c'est exactement cette fortune improductive? C'est vraiment le cœur du réacteur de cette proposition. En gros, l'idée de l'amendement, c'est de cibler les biens qui ne sont pas directement injectés dans l'économie dite productive. Alors regardons en détail ce qui est concerné. Première catégorie, les actifs matériels. Là, on parle de choses très concrètes. Imaginez les yachts, les voitures de collection, les jets privés, mais aussi l'or ou les œuvres d'art. L'objectif est assez transparent, c'est de viser le patrimoine qui, en quelque sorte, dort au lieu d'être investi pour faire tourner l'économie. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que le matériel. Certains actifs financiers sont aussi dans le collimateur. On pense notamment aux actifs numériques, et oui, les crypto-monnaies, et puis à une catégorie bien particulière d'assurance-vie. C'est un peu technique, mais c'est un point absolument crucial. Alors cette fameuse assurance vie, ce qui est visé, ce sont les contrats dits non alloués à l'investissement productif. Pour faire simple, on parle des contrats qui ne sont pas placés en unités de compte, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas investis sur les marchés financiers, à travers des actions ou des obligations. L'idée, c'est que les contrats qui, eux, financent l'économie réelle, eh bien ceux-là seraient épargnés. Bon, d'accord. On sait maintenant ce qui pourrait être taxé. Mais la vraie question, c'est qui devrait vraiment commencer à s'inquiéter? Qui devrait sortir le chéquier? Comme pour tout impôt sur la fortune, tout est une question de seuil et de taux. Voyons ça. Le seuil d'entrée, le voici. 1,3 million d'euros. Il s'agit du patrimoine net taxable. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même seuil que l'IFI actuel. Donc on est d'accord, ça vise clairement les plus gros patrimoines. Et pour le taux, alors là, c'est un changement radical par rapport à l'IFI. Fini le barème progressif, les tranches compliquées, là, la proposition est hyper simple. Un taux unique de 1%. 1% appliqué sur tout le patrimoine improductif dès que le fameux seuil de 1,3 million est dépassé. Attention, il y a un détail, mais un détail qui change tout pour beaucoup de monde. La résidence principale, elle aurait droit à une belle protection. L'idée, c'est qu'elle serait exonérée de cet impôt, jusqu'à une valeur d'1 million d'euros. C'est vraiment un point essentiel pour bien comprendre qui est vraiment visé et qui ne l'est pas. Ok, on a tous les détails de la proposition sur la table. Mais, et c'est un grand mais, attention, ce n'est pas parce que cet amendement a été voté une fois à l'Assemblée qu'il va devenir une loi du jour au lendemain. Pas du tout. Le parcours législatif, c'est un marathon, pas un sprint, et il est plein d'obstacles. Maintenant, le texte doit passer par ce qu'on appelle la navette parlementaire. En gros, c'est un ping-pong législatif entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Chaque chambre peut le modifier, le réécrire, voire le rejeter. Et n'oublions pas que le gouvernement a lui aussi ses propres cartes à jouer pour bloquer un amendement comme celui-ci. On pense bien sûr au fameux 49.3. Donc, pour être très clair, à l'heure où on se parle, l'avenir de cet impôt est totalement incertain. Personne ne peut dire ce qu'il va devenir. Ce premier vote des députés, il a surtout eu le mérite de lancer un grand débat public. Mais absolument rien ne garantit que cet impôt existera un jour. Et finalement, si on prend un peu de hauteur, au-delà de tous les détails techniques, ça nous amène à une question de fond, une vraie question de société. Est-ce qu'il faut taxer cette richesse qu'on qualifie de dormante pour la pousser vers l'investissement, ou est-ce que c'est une forme d'atteinte au droit de propriété? C'est un vaste sujet, et une chose est sûre, le débat ne fait que commencer.